Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média Soir d'Info. La suite avec nous ce soir, Monsieur Serigne Mbaye Thiam. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien ministre de l'eau et de l'assainissement, actuel envoyé et conseiller de haut niveau du Partenariat mondial pour l'éducation. On va en parler d'ailleurs. Vous allez nous rappeler vos missions. Mais on va parler de cet appel que vous avez lancé ce 5 janvier 2025, appelant à une évaluation sans complaisance de la trajectoire du Parti socialiste, de sa démarche et de sa présence sur l'échiquier politique. Ce n'est pas la première fois que vous lancez cet appel. Qu'est-ce qui empêche sa mise en œuvre? Vous savez, le Parti socialiste est un vieux parti avec des pratiques qui sont anciennes, pratiques qui ne sont pas toujours en phase avec la situation actuelle politique. Et c'est un mammouth qui est très difficile à faire bouger. C'est même un parti moribond, disent certains. En fait, bon, ce qui est certain, c'est que le Parti socialiste n'est pas en bonne santé. Pour ne pas dire grabataire. Voilà. C'est un euphémisme de dire que le parti n'est pas en bonne santé. Oui. C'est un mammouth qui est difficile à bouger. Mais je pense que des réactions que j'ai eues depuis ce matin suite à cet appel, les gens ont pris conscience qu'on ne peut plus continuer à gérer le Parti socialiste comme un parti qui était au pouvoir, parce qu'on a toujours gardé les tares de partis dominants au pouvoir. Oui. Et cet appel donc, c'est pour qu'on puisse faire une évaluation de nos récents choix et projets politiques et qu'on puisse transformer le parti aussi bien dans son rapport avec les citoyens du Sénégal de par une nouvelle offre politique à faire, parce que on est absent aujourd'hui du débat sur les questions de politique publique. En même temps, revoir son organisation et son fonctionnement, mais tout en nous ouvrant aux autres forces socialistes, progressistes et de gauche. Pourquoi pas pour aboutir à terme à un grand parti qui va rassembler toute cette obédience-là. Oui, vos choix politiques ont conduit, on peut le dire, Serigne Mbaye Thiam, à la mort, entre guillemets, du Parti socialiste. Vos choix politiques, avec à la tête Aminata Mbengue Ndiaye, et vous-même, depuis 2012, n'est-ce pas? Je pense que le choix doit être assumé. Le choix est assumé. C'est un choix. C'était un mauvais choix. Vous le regrettez, puisque ça a conduit quand même à une mort politique. Il faut séquencer les choses. Oui. Quand on était dans l'opposition de 2000 à 2012, oui, on avait une présence sur le terrain politique. On avait une présence sur le terrain politique de par toutes les initiatives qu'il y avait au Sénégal, que ce soit le boycott des législatives, que ce soit les assises, que ce soit le mouvement M23, les différentes coalitions de l'opposition à l'époque, CPC, CPA, Front Siggil Sénégal, oui, Benno Siggil Sénégal, on était présents. De 2019 à 2024 aussi, on était dans le pouvoir, mais on avait une voix qui comptait au niveau de la coalition. FAOD quand même. Mais on avait une voix qui comptait de par la personnalité de Tanor, vraiment, sa trajectoire. On avait une voix qui comptait, y compris dans les choix qui étaient faits au niveau du pays, qui dépassaient même le cadre du Parti socialiste. Mais après 2019, maintenant, on a été moins présent. On a été un parti qui n'a pas répondu à sa place, qui n'a pas été à la hauteur de la charge. C'est collectif, mais dans tout choix, c'est celui qui dirige le parti, bien sûr, qui emporte la plus grande responsabilité. Serigne Mbaye Thiam, vous pensez au renouveau du Parti socialiste? Absolument, absolument, non, absolument. Mais il faut repartir. C'est pourquoi j'ai parlé de reconstruction. Oui. Je n'ai même pas parlé de redynamisation ou de relance. J'ai parlé de reconstruction. Ce qu'on a aujourd'hui, même si on est en difficulté, il faut partir de cela, parce que la force du Parti socialiste, c'est d'être présent partout au Sénégal. Il faut partir de cela, mais maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Il faut qu'on ose adresser l'ensemble des questions. J'ai même dit que la symbolique du nom du parti, de son identité visuelle, n'est pas un tabou. Je ne dis pas que ça doit être changé, mais ça ne doit pas être un tabou, ça doit être dans la discussion. D'accord. Mais vous pensez que l'idéologie PS même peut faire rêver les jeunes d'aujourd'hui? En fait, tout dépendra de la façon dont nous allons nous accrocher. Parce que ce qu'il y a, c'est que le monde a changé, comme je l'ai dit dans la note, le monde a changé, le Sénégal a changé,
les Sénégalais ont changé et le PS n'a pas changé. Oui. Donc maintenant, c'est à nous d'étudier les dynamiques qu'il y a dans la société, les dynamiques politiques qu'il y a aussi, et de voir comment nous positionner sur l'échiquier politique. Oui. C'est un travail collectif, comme je l'ai dit. Il ne s'agissait pas pour moi d'indiquer la voie dans la note, mais de créer un sursaut pour que tout le monde prenne en charge cela, et on va le prendre au-delà du Parti socialiste, de tout ce qui, à un moment donné, ont cru à l'idéologie socialiste, ou sont reconnus dans le Parti socialiste ou dans le socialisme. Alors, Serigne Mbaye Thiam, on va parler des questions d'actualité. Le gouvernement du Sénégal lancera la plateforme Ligue El Sereo qui permettra, selon le président, à chaque Sénégalais de déposer sa candidature au poste public en compétition. Mais dans le même temps, nous assistons actuellement, vous l'avez suivi, à la polémique née de la nomination de Madame Awa Bokar Ly. Ousmane Sonko était même obligé hier de s'exprimer en fin de soirée. On assiste à une sorte de démaquillisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense d'abord que, en tout cas, de mon point de vue, ce n'est pas une bonne chose. Et je cite mon exemple. Oui. En 2012, j'ai été nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le directeur de cabinet est un proche collaborateur du ministre. L'assistante ou l'assistant particulier, c'est un proche collaborateur du ministre. Dans un contexte de changement de régime en avril 2012, Abdoulaye Wade quittait et Macky Sall était installé. Quand je suis venu au ministère de l'Enseignement supérieur, j'ai conservé le directeur de cabinet d'Amadou Tidiane Ba, que j'ai trouvé là-bas. Je lui ai dit, vous êtes un Sénégalais, je n'ai pas raison d'avoir d'a priori sur vous. Oui. On travaille nous tous pour notre pays. C'est par votre loyauté, par votre engagement dans le travail que je vais vous toucher. Et figurez-vous, ce directeur de cabinet, il m'a suivi à l'Éducation nationale, il m'a suivi au ministère de l'eau. Mon assistante que j'ai trouvée là-bas, l'assistante qui était l'assistante d'Amadou Tidiane Ba, je l'ai conservée et cette assistante m'avait suivi au ministère de l'Éducation nationale et a quitté de son propre gré. Mais le principe de gagner ensemble et gouverner ensemble, vous ne pouvez pas l'écarter. Je ne peux pas l'écarter. Oui. Je ne peux pas l'écarter. Mais il faudrait, ce qu'on doit mettre en avant, ce sont les compétences de la personne. Nous tous, nous sommes des Sénégalais. On ne peut pas préjuger qu'un Sénégalais va faire quelque chose contre les intérêts de son pays. Oui. Il faudrait donner l'opportunité aux gens de changer. Et puis l'appel à candidature dont on parle aussi, c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté. Quand j'ai été nommé ministre de l'Enseignement supérieur, je ne suis pas resté longtemps. Je suis resté d'avril 2012 à octobre 2012. Il fallait lancer l'université de Diamniadio. C'est par appel à candidature que le coordonnateur, à l'époque, comme c'était un projet, le coordonnateur était recruté. Oui. C'est le professeur Amadou Lamine Ndiaye, ancien recteur de l'université de Saint-Louis. Mais ce n'est pas une nouveauté, mais ce n'est pas de cette envergure, tel qu'annoncé par le président. Oui, absolument, absolument. Mais je veux dire, ce n'est pas une nouveauté. Et je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas de loi ou de décret qui l'organisait, mais c'était une volonté politique qui a fait qu'on avait lancé un appel à candidature. Je me souviens, c'est le professeur Maritou Niane, d'ailleurs, à l'époque, recteur de l'université Gaston Berger, qui était classé premier, suivi par le professeur Omar Gueye, qui a démarré l'université. Et quand Maritou a été nommé ministre de l'Enseignement supérieur, c'est Omar Gueye qui a été le coordonnateur. C'était par appel à candidature. Le décret qu'on a pris en 2012 pour la nomination des inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation et de la formation instituer l'appel à candidature. Et pendant tout le temps que j'étais au ministère de l'Éducation nationale, les IA, inspecteurs d'académie, les IF, inspecteurs de l'éducation et de la formation, ont été nommés après appel à candidature. Oui, mais quand on gouverne, on travaille avec des gens de confiance. Oui, vous le savez mieux que moi. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord qu'il faut le faire. Mais il ne faut pas, tel que le débat est posé, c'est malsain. Qu'est-ce qui est malsain là-dedans? Ce qui est malsain, c'est de dire, si on nomme un autre Sénégalais, non, il est contre le projet, il n'est pas avec le projet, il ne doit pas être avec nous. C'est malsain. Mais je peux comprendre, et je le comprends, on doit travailler avec les gens qui portent la vision politique. Mais quand on a critiqué ouvertement le projet, est-ce que aussi sur le plan de l'éthique, derrière, travailler avec eux, ça se comprend? Mais les Sénégalais sont libres d'avoir des opinions politiques. Oui. On peut avoir des opinions politiques. Moi, quand j'étais au ministère de l'eau et de l'assainissement, j'avais des collaborateurs, là, jusqu'en avril, qui étaient affichés ouvertement PASTEF, qui portaient même les bracelets. C'est le port seulement des bracelets que j'ai demandé qu'on ne le fasse pas, parce qu'on ne peut pas venir au bureau en portant un bracelet. Mais je les ai laissés travailler jusqu'au moment de la passation de service. Ousmane Sonko, mais je leur demandais seulement d'être loyal vis-à-vis
de la République, de l'État et de travailler correctement. Dans le même temps, Ousmane Sonko a été radié de l'administration parce qu'il avait des positions politiques. Non, il n'avait pas. C'est pas pour ça. Pourquoi? Il a violé. Parce que c'était un opposant. Non. Parce que c'était un opposant. Alors que dans le même temps, il y avait d'autres inspecteurs qui étaient aussi apéristes. Non. Le problème qui a été posé à l'époque, c'est non-respect du droit de réserve. Oui. Parce que comme on le dit, quand vous êtes aux impôts, vous avez accès à des informations personnelles qui concernent les gens. Ces informations personnelles-là, de par la déontologie administrative, vous ne pouvez pas les divulguer. Non, il était un opposant. Voilà, il faut avoir un devoir de réserve. Oui, j'entends bien, mais il avait gêné le pouvoir aussi. C'est ça aussi qu'il a été. C'est pour ça qu'il a été à l'époque, il n'avait radié. C'est après peut-être qu'il a eu. Mais il commençait à avoir une voix qui porte. C'est pour ça. Je pense que on n'a pas dit parce qu'il était opposant politique, on le radie de la fonction publique. Oui. Vraiment, je pense ça n'a pas été libellé comme ça, mais on peut le comprendre. On est en politique, Serigne Mbaye Thiam. Oui, on est en politique, bien sûr, oui. Je ne veux pas m'étendre sur ça, d'ailleurs. Très bien. Alors, au chapitre économique, j'interroge le spécialiste des finances que vous êtes, expert comptable agréé, je le rappelle. Quelle est votre appréciation de la feuille de route de transformation économique et les prévisions budgétaires? Bon, sur les prévisions budgétaires, ce que je peux dire, en tout cas de l'expérience un peu que j'ai, de la façon dont j'ai suivi un peu les débats ces derniers jours, avec les difficultés qu'il y a au plan financier pour l'État, la fin d'année a été difficile. L'État a réussi à lever des fonds dans des conditions qui sont très chères par rapport aux conditions habituelles. Et je pense que je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais je pense qu'on risque d'avoir une année 2025 assez difficile au plan économique et puis au plan financier. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous devez avoir un programme avec le FMI. Quand vous n'avez pas de programme avec le FMI, vous avez des difficultés pour lever des financements, notamment des financements concessionnels. Et ça peut créer des difficultés. Et de toute façon, quand on voit déjà le niveau d'endettement qui est autorisé dans la loi de finances pour 2025, on se rend compte que c'est un niveau assez élevé. Voilà. Le programme avec FMI a été suspendu pour les raisons que vous savez. Les chiffres qui auraient été falsifiés, vous avez suivi cette conférence de presse. Bon, peut-être que c'est la raison officielle qui a été annoncée. Et certainement le FMI... Vous ne vous sentez pas coupable? Non, pas du tout, parce que c'est une information qui a été donnée. Il y a la Cour des comptes qui est en train d'étudier la question. Et la Cour des comptes et même le FMI, je veux dire, si le FMI peut pendant des années, on lui présente de faux chiffres, parce que quand on est économiste, l'ensemble des paramètres se tiennent. En principe, on doit pouvoir faire les contrôles nécessaires et faire les contrôles de cohérence nécessaires entre les différentes données pour voir si les données qu'on tienne. Donc dans cette affaire-là, c'est le gouvernement, c'est le FMI, c'est la Banque centrale, c'est les fonctionnaires qui étaient au ministère des Finances. C'est la Cour des comptes aussi qui a validé les autres comptes des années passées. C'est ça la difficulté de la question. Parce que même le FMI a une part de responsabilité, à mon sens. Ah bon? Ah oui. Comment parce ça? Que le FMI, ce sont des économistes de très haut rang. En principe, dans l'économie, il y a un lien entre l'endettement, l'investissement que vous faites, le taux de croissance, les recettes, il y a un lien. Il y a un minimum de contrôle de cohérence qu'on doit faire pour se rendre compte que si on a ce niveau de croissance économique, si on a ce niveau d'investissement, ce niveau de ressources extérieures, ça donne quel résultat? Donc le FMI aussi ne peut pas être exempt de tout reproche. Si l'audit de l'IGF venait à être confirmé par la Cour des comptes, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il y a eu une certaine discontinuité de l'État, si jamais la Cour des comptes valide ces chiffres? Même la Cour des comptes sera mal à l'aise, je trouve, parce que en principe, ce qui a été indiqué, c'est que ces chiffres qui ne correspondent pas à la réalité, cette sous-estimation ne date pas de 2024 ou de 2023, ça date d'avant. La Cour des comptes a validé les comptes les années passées.
Donc voilà la difficulté qui se pose actuellement. Alors, un expert indépendant aurait été commis pour procéder à un nouvel audit de la dette publique, estimée à plus de 17 700 milliards à la suite donc de l'audit de l'IGF. Que vous inspire aussi cette démarche, un expert indépendant? Bon, je ne comprends pas, parce qu'on a des organes de l'État. La Cour des comptes, en principe, est un organe de l'État. L'Inspection générale des finances est un organe de l'État. Je trouve que si on parle maintenant d'experts indépendants, ça fait penser que peut-être que le rapport de la Cour des comptes ou leur contrôle ne vont pas dans le sens qui était souhaité. Je ne comprends pas pourquoi on fait émerger un expert indépendant alors qu'il y a des organes de l'État qui sont habilités et puis payés à cet effet. Au-delà de la modification de la loi portant au statut général de la fonction publique, le président a aussi annoncé quatre lois sur la transparence et la bonne gouvernance qui seront soumises à l'Assemblée nationale et portent sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'OFNAC, l'accès à l'information, mais aussi et surtout l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine généralisée à tous les agents de la fonction publique sans exception, ainsi qu'à tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire, quelle qu'en soit l'importance. N'est-ce pas là une volonté manifeste de promouvoir la bonne gouvernance? Oui, c'est une volonté manifeste. Vous faites la moue, ça veut dire non, que non, non, je vous ne dire, croyez pas? Non, non, mais je veux dire, c'est un approfondissement de ce qui a été fait, une extension de ce qui a déjà été fait. Si on arrive à le faire, c'est bien, mais j'ai peur qu'on tombe dans on tombe dans l'extension qui risque de rendre la situation peut-être difficile à gérer si on veut l'étendre à tous les agents de la fonction publique. Il a parlé de la fonction publique, peut-être qu'il voulait dire tous les agents de l'État, parce qu'il y a des agents de l'État qui ne sont pas des agents de la fonction publique, qui ne sont pas fonctionnaires. Tout à fait. Peut-être qu'il veut parler de tous les agents de l'État. Bon, avec les nouvelles technologies, c'est possible en principe. Avec les nouvelles technologies, c'est possible de le faire. Mais il faudra mettre une infrastructure derrière pour le faire. C'est possible de le faire avec les nouvelles technologies. Vous n'êtes pas contre de cette déclaration de patrimoine généralisée? Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Non. Très bien. L'annonce du retrait du Sénégal de la catégorie des pays les moins avancés a aussi suscité une réaction de l'Alliance pour la République, l'APR, qui s'en réjouit comme un aboutissement des politiques publiques initiées par le président Macky Sall. Le ministère des Affaires étrangères a précisé qu'il s'agit juste de l'amorce d'un processus pouvant durer 5 ans. Donc le ministère, la ministre Yacine Fall. Que pensez-vous de cette actualité? Bon, d'abord, il faut indiquer que la résolution portant retrait du Sénégal de la catégorie des pays les moins avancés, qu'on appelle PMA, c'est un processus et est basé sur des indicateurs de développement. En février 2021, le Sénégal, avec 4 autres pays, était sur la liste des pays éligibles pour sortir des PMA. Et il fallait mener un certain nombre de réformes et de politiques économiques pour être évalué 3 ans après. Parce que le comité des politiques de développement se tient tous les 3 ans. Donc c'est en février 2024. En février 2024, ils se sont réunis et ont proposé une résolution pour le retrait du Sénégal des pays les moins avancés. Mais là aussi, je rappelle qu'en juillet 2023, ici, s'est tenu un atelier de validation du profil de vulnérabilité économique du Sénégal. Donc c'est tout un processus. Maintenant, on ne peut pas dire, il faut affirmer que ce sont les politiques publiques qui ont été menées depuis lors, pas seulement sous le président Macky Sall, peut-être bien avant, qui ont abouti à ce résultat. Maintenant, dire que négliger ce résultat, comme semble le faire le communiqué du gouvernement, n'est pas exact. Pour la simple raison que les 5 ans supplémentaires ont été demandés par le Sénégal. Si vous lisez le rapport du comité qui a proposé le Sénégal, ils disent on juge justifié la demande du Sénégal pour une période de 5 ans. Pendant cette période de 5 ans, c'est quoi? C'est une période
d'amortissement du choc de sortie des PMA. Parce que quand vous êtes pays dans la catégorie des pays les moins avancés, vous avez un certain nombre, vous avez accès à des financements préférentiels. Oui. Vous avez accès à des facilités, certaines facilités. Par exemple, comme on va parler du partenariat mondial pour l'éducation. Tout à fait, oui. Quand vous êtes PMA, vous êtes éligible aux subventions du partenariat mondial. Quand vous sortez de la catégorie, vous n'avez pas le même niveau de financement. Oui. Donc la période de 5 ans, c'est une période qui permet d'un sevrage de l'ensemble de ces facilités-là que vous avez. Donc, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas vous êtes dans les PMA, mais maintenant on vous observe pendant 5 ans pour voir si on vous enlève l'ensemble de ces facilités que vous avez sur les financements commerciaux et tout. Oui. Est-ce que vous allez retourner dans les PMA ou pas? Donc maintenant, c'est au régime actuel de travailler, de bien gérer cette phase de transition et de sevrage pour amoindrir le choc qui fait que vous ne bénéficiez plus de cela et que vous n'allez pas encore rentrer dans les paiements. Donc, voilà. Dans le contexte actuel, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Si, c'est une bonne nouvelle parce que tout le monde aspire à être développé. Oui, mais dans le contexte économique, si on est sevré des aides. Non, c'est un sevrage, c'est une graduation. La période de 5 ans permet une graduation du sevrage. D'accord. Qui fait qu'au bout des 5 ans, vous n'avez plus certains avantages. Et pendant cette période-là aussi, vous bénéficiez de l'assistance technique des partenaires techniques et financiers et de l'ONU pour pouvoir amoindrir ce choc-là post-sortie des paiements. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal qui a fait des pas dans le domaine du développement. Maintenant, c'est une période délicate qu'il faudra gérer. Et justement, c'est parce que c'est une période délicate que le gouvernement à l'époque n'avait pas demandé une période préparatoire de 3 ans, parce qu'on peut demander une période préparatoire de 3 ans, mais avait demandé une période préparatoire de 5 ans pour pouvoir travailler à amortir le choc post-sortie paiement. On va parler de la loi d'amnistie, mais aussi de cette indemnisation annoncée des victimes des violences électorales, des violences politiques, on va dire, entre février 2021 et 2024. Mais un mot sur l'éducation. Je rappelle que vous avez été nommé dernièrement envoyé et conseiller de haut niveau du partenariat mondial pour l'éducation. Quel est exactement son rôle ici au Sénégal? En quoi consistent vos missions? Bon, d'abord, au niveau mondial, le partenariat mondial pour l'éducation est un organisme multi-acteurs qui regroupe les pays en développement, les pays développés, les agences multilatérales, la société civile et un certain nombre d'acteurs et qui finance l'éducation dans les pays, et justement les moins avancés, dans les pays un peu fragiles. Et c'est dans ce cadre-là que mon rôle sera d'être un envoyé spécial du partenariat aussi bien au niveau des pays en développement que des pays développés et de porter leur voix aussi au niveau de certaines réunions internationales. En même temps, de conseiller leur haute direction sur ces questions d'éducation et sur les questions de financement. Alors, maintenant, pour le Sénégal, vous avez dit quel est l'apport peut-être pour le Sénégal. Je rappelle qu'en février 2018, la conférence internationale de financement a été organisée ici, co-parrainée par les présidents Macky Sall et le président Macron. Maintenant, pour le Sénégal, depuis qu'on est membre du partenariat mondial pour l'éducation, c'est environ 254 millions de dollars qui ont été financés par le partenariat, soit 155 milliards de francs CFA à peu près. Et le PADES 1, le programme d'amélioration, le programme d'appui au développement de l'éducation qui vient de se terminer, période 2019-2024, le partenariat mondial avait financé 78 millions de dollars. Et il y a un PADES 2, le programme d'appui au développement de l'enseignement, qui va démarrer là en 2025 pour 5 ans. Sur ce financement-là, avec 2 leviers, on va avoir un financement global de près de 155 milliards. Une part du partenariat, une part de la France, une part du Canada et une part du Japon. L'éducation, c'est un secteur que vous connaissez bien. Je rappelle que vous avez été ministre en charge du secteur ici au Sénégal. Les abris provisoires restent encore une réalité au Sénégal en 2025. Est-ce normal, malgré les milliards et le niveau de budget insufflé dans ce secteur, Serigne Mbaye Thiam? Bon, le problème que nous avons, en tout cas, lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale, on avait fait un plan
des besoins de l'éducation à l'horizon 2035. Qu'est-ce que ce plan indiquait à l'époque? À l'époque, on avait 3 millions d'élèves et on devait passer à 6 millions d'élèves à peu près. Le nombre d'élèves allait doubler. Donc, on est dans un système de rattrapage pour résorber les abris provisoires et en même temps dans un système de développement de l'éducation. Parce que chaque année, ce sont à l'époque, c'était 300 000 enfants qui venaient au CI qu'on devait accueillir. Maintenant, c'est certainement plus. Oui. Et il faut faire face à ce besoin supplémentaire chaque année et en même temps faire le programme de rattrapage. Donc, c'est ça la difficulté. Et les ressources sont importantes. Le premier budget, c'est l'éducation nationale. Mais les besoins aussi sont importants. C'est dû aux croix démographiques aussi. C'est un grand chantier. On va parler de l'eau parce que c'est aussi une question importante. Mais d'abord, l'État, je le disais, a dégagé une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour indemniser les victimes des violences politiques entre février 2021 et février 2024. En mai 2023, votre maison a été attaqué, il me semble. Est-ce que vous demandez, vous, Serigne Mbaye Thiam, à être dédommagé? Oui, la maison a été attaquée, des cocktails Molotov ont été jetés dans la maison et puis 4 véhicules qui s'y trouvaient ont été incendiés. J'entends les gens dire le ministre a un parc de 4 véhicules. Les 2 véhicules, c'est les véhicules de mon garde du corps et de mon chauffeur, les pauvres. Oui. Et puis d'un beau-frère qui avait garé son véhicule là-bas. C'est l'autre véhicule seulement qui était un véhicule du ministère. Donc, à la limite, peut-être le véhicule de mon beau-frère. Oui. Les réparations qu'il y a dans la maison, j'ai eu à le faire. Mais ce qui est cocasse dans cette histoire-là, c'est que on a des vidéos, des gens qui ont attaqué la maison. Oui. Ces gens-là, s'ils sont parmi les détenus, on va indemniser des détenus et ne pas indemniser la personne dont la maison a été vandalisée. C'est ça qui est cocasse. On va indemniser des détenus, peut-être qu'ils vont partir de ceux qui ont fait la casse au niveau de l'université, mais ne pas indemniser le professeur d'université dont le véhicule a été incendié. Kayase, je vous pose la question comme ça, Serigne Mbaye Thiam, mais c'est une question un peu plus grave. On parle quand même de plus de 80 morts. Donc est-ce que ça ne se comprend pas, cette enveloppe de 5 milliards? Et qu'est-ce que vous en pensez sur la méthode annoncée? Non, il ne s'agit pas aujourd'hui de ne pas reconnaître la gravité d'une situation où on a 80 personnes qui meurent. Oui. Mais ce dont on parle ici, qui est mis surtout, dans les victimes, bien sûr, il y a les personnes décédées, mais il parle des victimes et des détenus. C'est l'aspect détenu. Parce que quand quelqu'un est détenu pour une raison ou une autre, et cette personne-là a incendié, par exemple, des véhicules au niveau de l'université, ou bien a trouvé un vulgarisateur qui avait ses pneus au bord de la route, qui les a utilisés pour faire des barricades, est-ce que cette personne doit être indemnisée et qu'on laisse de côté le vulgarisateur ou le commerçant qui avait sa table en bois qui a été utilisée comme barricade? Voilà, c'est ça le problème qui se pose. Le profilage vous pose problème. En revanche, la pertinence de cette indemnisation ne vous pose pas problème? Oui, absolument. Quand quelqu'un a été touché du fait d'une défaillance de l'État ou bien les forces de sécurité n'ont pas pu être partout, bien qu'ayant abattu un travail extraordinaire à cette période-là, n'ont pas pu être partout, on peut comprendre que l'État puisse les indemniser. Mais premièrement, quand on a institué le comité, on devait porter à la connaissance des Sénégalais, en leur disant ceux qui ont été victimes, voilà les conditions dans lesquelles vous devez vous inscrire. Voilà l'endroit où vous devez vous inscrire. Voilà comment vous devez faire votre déclaration. Et voilà comment les déclarations seront instruites pour savoir quels sont les gens qui sont droits à l'indemnisation. C'est ça qui n'a pas été fait. Il y a eu une défaillance de l'État. Oui, je pense que pour être transparent, il fallait dire, tout comme on le fait, liggéeyal sa réew, liggéeyal ëllëg, liggéeyal sa réew, on dit les gens qui ont été victimes et qui pensent que ils doivent être indemnisés. Et les détenus politiques aussi, les détenus qualifiés politiques aussi. Voilà où vous allez vous inscrire. Et voilà la commission qui est mise en place pour examiner ça. C'est ça qui est transparent. Parce que, et ça c'est le chef de l'État qui est interpellé, parce que c'est lui qui est garant du respect de la loi. C'est lui en tant que chef d'État qui doit mettre tous les Sénégalais sur le même pied, sur un pied d'égalité, qui doit être veillé à ça. L'abrogation de la loi d'amnistie, une bonne nouvelle pour les victimes également ou pas?
C'est une question qui est difficile. C'est une question qui est difficile parce que quand vous regardez en droit comparé, il y a des pays du monde où la loi d'amnistie a été abrogée, mais en général, il y en a eu au Chili, je pense, il y en a eu en Argentine, il y en a eu aussi au Libéria, je crois, que les accords de Lomé de 99 ont été remis en cause, mais en général, c'est pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qu'on en arrive à l'abrogation des lois d'amnistie. Maintenant, ça va poser des problèmes juridiques. Je laisse le soin aux avocats de discuter de ces questions-là. Ça va amener des situations qui sont assez difficiles. Difficile, c'est votre élément de réponse sur cette question. Ça va être difficile et compliqué. Juridiquement, de le faire. Mais politiquement, qu'en pensez-vous? Moi, je dois peut-être trahir un secret. Allez-y. Beaucoup de personnes, y compris autour de la table du Conseil des ministres, n'étaient pas favorables à la loi d'amnistie. Mais moi, j'ai été favorable. J'ai été favorable et je l'ai dit parce qu'il arrive des moments où dans un pays, on doit pouvoir nous retrouver la paix et bâtir le pays dans la paix. Et ne pas faire cette loi d'amnistie à l'époque, aller aux élections en gardant un certain nombre de personnes dans les liens de la détention, c'était une situation qui était lourde de conséquences pour notre pays. Et quand vous dirigez, quelquefois vous arbitrez pour essayer de voir qu'est-ce qui garantit la stabilité du pays. Et moi, j'étais pour la loi d'amnistie pour cette raison-là. Oui, et ces événements étaient graves, Serigne Mbaye Thiam. Comment vous pouvez être pour cette loi d'amnistie alors qu'on n'a pas eu de la justice? Pour amnistier, il faut d'abord avoir une certaine justice. Oui, mais on peut avoir des mécanismes. Oui. Je vous rappelle que quand on est sorti de l'apartheid en Afrique du Sud, une situation plus dramatique, on avait une loi d'amnistie. Mais on avait une loi d'amnistie conditionnelle. C'était une façon d'allier le devoir de vérité et de réconciliation et la justice. C'était une loi d'amnistie conditionnelle qu'il y avait en Afrique du Sud. Mais dans tous les cas, avec cette abrogation annoncée, on a l'occasion de jeter une lumière crue sur ces événements qui ont quand même troublé les Sénégalais. Non, absolument. Non, je pense qu'il faut comprendre. Mais je veux dire, à mon sens, la formule qu'il y avait en Afrique du Sud, d'une loi d'amnistie conditionnelle, l'amnistie alliée au devoir de vérité et à la réconciliation, paraissait un bon compromis si réellement les gens y tiennent. Parce que quand on est dans un pays, il faut essayer de chercher des compromis qui permettent de régler les questions qui se posent. Les gens ont besoin de savoir. Mais en même temps, on ne peut pas continuer à traîner cette question-là pour l'unité de notre pays, pour sa stabilité. On peut essayer de voir comment nous pouvons allier les deux. Rendre justice, c'est la raison pour laquelle vous l'avez vu très normalement. La Haute Cour de justice a été mise en place. Qu'en pensez-vous? Toujours dans l'optique la Cour de justice, c'est quelque chose qui doit être mis en place. Normalement. Mais cette fois-ci, vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on en a beaucoup parlé. Ça se fait à chaque début de législature. Mais pour cette 15e législature, vous savez qu'il y a c'est une question politique. Ça a été agité. La Cour de justice n'a qu'à faire son travail avec les magistrats qui composent la commission d'instruction, présidée, je crois, par le premier président de la Cour d'appel. N'a qu'à faire leur travail. C'est ça qui est attendu. En tant qu'ancien ministre, vous êtes prêt à les répondre si jamais on vous appelle? Mais bien sûr, quand vous gérez quelque chose, si on a des choses à vous reprocher ou des choses pour lesquelles on a besoin d'informations complémentaires, on vous appelle et vous donnez les informations nécessaires. Un mot sur le secteur de l'eau et de l'assainissement, le secteur de l'hydraulique que vous connaissez bien. Je rappelle que vous avez dirigé ce département sous Macky Sall. Évoquant le transfert d'eau, le GTE, vous manifestiez votre scepticisme quant à la finalisation et la mise en service de ce projet d'ici 2030. Votre successeur, Cheikh Tidiane Dièye, a signé le mandat d'exécution du projet d'alimentation en eau potable durable pour la ville de Touba et ses environs confiés à la SONES. Ce projet donc devrait voir le jour d'ici 2029. Quel est votre avis d'expert? Êtes-vous toujours sceptique? Non, d'abord, il faut dire, il a resigné le mandat d'exécution.
Parce que le mandat d'exécution qui confie ce projet au FONSIS, je l'avais déjà signé et transmis au FONSIS. Oui, mais là... Maintenant, il a re-signé. Re-signé pour confirmer le mandat qui a été donné au FONSIS. Avec la SONES, avec la SONES, oui. Non, le transfert, le grand transfert, on l'avait imaginé sous forme de producteur indépendant d'eau. Ce qu'il a signé récemment avec la SONES, c'est le mandat d'exécution pour l'eau à Touba. Tout à fait. C'est ça, qui va dériver du grand transfert à partir de Pekes. Alors pourquoi vous êtes sceptique? Non, parce que je me fonde un peu sur les délais qu'on a eu pour KMS 3. C'était environ 5 ans avant de terminer. Mais c'est possible. C'est possible parce que par la qualité du DG qu'on a à la SONES. Ah, vous reconsidérez votre position alors? Non, j'ai dit c'est possible. Je vais vous dire une chose. Il y a les aspects techniques, dans cette histoire-là, il y a les aspects techniques et l'appui politique. D'accord. En ce qui concerne le pilotage technique de ce projet, je n'ai pas de doute, vu la compétence du directeur général de la SONES, Abdounia, que je connais. Le nouveau qui a remplacé Cherfal. Un ingénieur doublé d'un manager. Il peut réunir les conditions techniques pour rester dans les délais, mais s'il a l'appui politique et si toutes les décisions de financement sont prises à temps et en même temps il a l'appui pour la libération des emprises. Parce que faire 200 km, ça demande qu'on veille sur la libération des emprises. Donc c'est possible de le faire, mais ça va être très juste. Ça va être très juste de faire les canalisations et de faire les usines de traitement en même temps. Alors. Mais amener l'eau brute, ça c'est possible de le faire d'ici 2029. Amener l'eau brute. Parce que ce projet-là, il s'agit de transférer, non pas cette fois-ci de l'eau traitée déjà à KMS 3, à KMS, mais de transférer de l'eau brute et d'avoir une usine de traitement au niveau de Thiès. Je rappelle, et le ministre lui-même l'a dit plusieurs fois, c'est un projet qui dérive d'une étude sur la sécurité de l'eau que j'avais demandé dès que j'ai été ministre de l'eau. On a eu le rapport en 2021 et en ce moment, on s'est entendu avec la Banque mondiale pour faire ce projet de grand transfert. De l'eau pour multi-usage. On transfère de l'eau brute, on utilise une partie de l'eau pour les maraîchers, pour l'agriculture, ce qui fait qu'on ne va pas utiliser de l'eau traitée. Et puis, ça inclut aussi l'utilisation des eaux usées pour les besoins de l'agriculture. J'entends le gouvernement parler d'autoroute de l'eau, un nouveau projet qu'on a. Le ministre, lui, ne dit pas ça. C'est un projet qu'on a laissé. Le mandat d'exécution, je l'avais déjà signé. Et ça a été re-signé. Donc il n'y a rien de nouveau. Non, rien de nouveau. Non, ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est eux qui vont faire maintenant les études techniques, l'exécution et tout. Et le projet n'est pas la propriété de Serigne Mbaye Thiam ou de Macky Sall. C'est un projet de l'État du Sénégal. Maintenant, on doit reconnaître que quand on trouve un projet, on peut essayer de l'améliorer, d'aller en avant, mais on ne peut pas dire qu'on n'a rien trouvé et qu'on le fasse. C'est la même chose pour le projet de Malem Hodar. Qui transfère l'eau du champ captant de Malem Hodar dans le bassin arachidier. Et j'avais même déjà signé un MOU avec une entreprise, c'est que l'entreprise a été défaillante et j'ai retiré le MOU avant de quitter le ministère. Le projet de Interbassin qui va prendre de l'eau à partir de Bakel, de l'eau du fleuve Sénégal à partir de Bakel et de l'eau du fleuve Gambie, soit à partir de Sambangalou, soit à partir de Koulountou, je crois, et d'arroser le bassin arachidier. Ça aussi, c'est un projet sur lequel nous avons travaillé avec le canal de Provence qui était avancé et le schéma a été retenu. Bon, s'ils arrivent à le continuer, c'est un projet qui va transformer tout comme le Préferlo. On a eu récemment d'ailleurs une inondation fluviale. La gestion a été beaucoup décriée. Que pensez-vous? Quel est votre avis de cette gestion? Non, enfin, post-inondation, peut-être ça peut être décrié. Mais le fait qu'au niveau de Manantali, on fasse des lâchers d'eau, ça c'est impératif de le faire. Parce que le barrage de Manantali, sinon, si on ne faisait pas de lâcher d'eau, et que la force de l'eau attaque le barrage et que le barrage cède, en ce moment-là, l'onde de crue de l'inondation va atteindre Dakar. Donc, parce que vous vous souvenez, je pense que c'est en Tunisie qu'il y a eu un barrage qui a cédé. Je me rappelle. Oui, en Tunisie, je crois. Il y a eu 10 000 personnes qui sont décédées. Le barrage est régulé. Il y a un niveau d'eau où il faut faire des lâchers.
Maintenant, on peut s'interroger sur la façon dont on gère les lâchers d'eau. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas les faire avant même le début de l'hivernage? Oui. Mais à un moment donné, on est obligé de faire les lâchers d'eau parce que si le barrage cède, l'onde de crue de l'inondation peut atteindre Dakar. Qu'est-ce qui vous a déplu dans la gestion post-inondation? Le gouvernement a annoncé quand même une enveloppe de 8 milliards. Non, mais c'est parce qu'il fallait prendre les mesures avant. Oui. C'est-à-dire que l'OMVS et la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau du ministère de l'eau et de l'assainissement, peut-être 3 semaines avant, avait dit qu'on va faire des lâchers d'eau. En ce moment-là, les inondations pluviales, on ne peut rien, on ne peut pas pomper. Parce que vous ne pouvez pas pomper, vous pouvez seulement attendre que l'eau se retire. Mais vous pouvez informer les populations pour que les mesures de sauvegarde soient faites. Que les gens puissent déplacer leurs récoltes, déplacer les provisions, ainsi de suite. Et je pense que ça n'a pas été pris en charge. En termes de réactivité, il y avait quelque chose à dire. Voilà. Alors, l'annonce de l'annulation du contrat avec le saoudien Aqua Power qui prévoyait la construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer avait froissé Riyad. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a effectué même une visite officielle en Arabie Saoudite. Serigne Mbaye Thiam, sur la base de l'étude sur le schéma directeur d'alimentation en eau potable en milieu urbain, donc Dakar, Mbour et la Petite Côte qui a été faite, comment voyez-vous le plan de production d'ici 2030 sans les 400 000 mètres cubes de l'usine de dessalement de cette grande côte qui avait été déjà positionnée? Oui, moi ce que je pense, c'est que le gouvernement n'a pas le choix. Le gouvernement va faire l'usine de dessalement. C'est ça que ma conviction. Ah bon? Parce que les 400 000 mètres cubes d'eau supplémentaires que devait produire l'usine de dessalement sont prévus dans le plan de production pour faire face aux 1 million de mètres cubes d'eau supplémentaires dont on a besoin en 2030. Ces 400 000 mètres cubes d'eau sont positionnés. Mais le ministre a annoncé l'annulation du contrat. Comment? Non, ils vont faire, je vous dis ici, ils vont faire cette usine de dessalement. Et quand on lit entre les lignes de la déclaration de politique générale du Premier ministre, on se rend compte qu'il a parlé du dessalement. Ce n'est pas du dessalement c'est cette usine-là. C'est cette usine-là parce qu'on ne peut pas se passer de ces 400 000 mètres cubes. Et en plus, j'ai indiqué que l'usine de dessalement, son rôle, ce n'est pas seulement d'amener de l'eau supplémentaire. C'est une façon aussi d'atténuer les risques si jamais on a un accident comme on l'a connu en septembre 2000, je crois, 2013, je crois, au niveau de Keur Momar-Sarr. De KMS 3. De KMS 3, de KMS, pour avoir de l'eau, une réserve d'eau ici. Maintenant, à mon sens, ce qui est plus sage, c'est de renégocier le contrat. Et il y a des fenêtres, il y a des leviers de renégociation du contrat. Premier levier, c'est de jouer sur le coût de l'énergie. Aqua Power voulait construire une usine, une centrale solaire de 150 mégas, je crois. Mais voulait injecter plus au niveau de la Sénélec. À l'époque, le gouvernement a dit qu'il faut se limiter aux 15% qu'on peut injecter dans le réseau et le reste, vous l'utilisez pour l'usine. Si on leur donne la possibilité de vendre plus à la Sénélec, d'injecter dans le réseau, c'est un levier. Le deuxième levier, dans le contrat, on l'a mis, on avait indiqué que si Aqua Power obtient des financements concessionnels, il faut le répercuter sur le prix de l'eau. On avait indiqué aussi dans le contrat qu'après appel d'offres, si le prix par rapport au prix positionné de l'usine baisse de 2%, ça revient à Aqua Power. C'est pour qu'ils aient un intérêt à avoir un prix de l'usine plus bas. Si ça baisse entre 2% et 10%, 50% Aqua Power, 50% État du Sénégal. Si le prix baisse au-delà de 10%, c'est 100% pour le Sénégal. Maintenant, ça, ce sont des leviers sur lesquels on peut intervenir pour essayer d'avoir un financement qui est conforme aux intérêts des deux parties. Et ça, c'était prévu dans le contrat. Parce que ce que vous nous dites donc, c'est que le Sénégal ne peut pas se passer de ces 400 000 mètres cubes et que la renégociation est possible. Oui, la renégociation est possible. Parce que même si nous, on était restés, parce que le contrat de partenariat public-public, une fois que le Aqua Power a son contrat, Aqua Power va s'adresser à des financiers. Tout à fait. Et il y a une clause où Aqua Power peut revenir vers nous
en nous disant que la matrice de gestion des risques ne permet pas d'obtenir un financement. On l'appelle partenariat public-privé, non pas marché ou contrat, parce que tout simplement, toutes les parties doivent y trouver leur compte. Donc, la renégociation est possible. Et je pense que c'est la solution la plus sage. L'annonce de l'annulation était une déclaration hâtive. Oui, je crois. Je crois que ce type de décision, il faut rencontrer toutes les parties, y compris rencontrer les Saoudiens, avant de l'annoncer. Parce que sinon, après, on est obligé de revenir dessus. Et je pense que ce qui est dans l'intérêt du Sénégal, en tout cas pour moi, c'est de le faire. Maintenant, d'utiliser toutes les marges de renégociation qu'il y a, de redimensionner le projet peut-être. Et ça, c'est possible. Parce que si on ne le fait pas, il faut redimensionner le projet du grand transfert. Parce que ce n'étaient pas des projets antinomiques. C'était des projets complémentaires pour faire face à la demande en eau. Ça a été conçu techniquement comme ça. Oui, ça a été conçu techniquement. Maintenant, si on se passe de l'usine de dessalement de la Grande Côte, des 400 000 m3, il faut redimensionner. Maintenant, autre élément à prendre en compte dans le grand transfert, c'est qu'on transfère de l'eau brute. Une partie de l'eau brute sera envoyée pour les besoins de l'agriculture. On a dit 12 000 à 15 000 hectares pour l'agriculture. On a pris maintenant la décision, une partie de l'eau, à partir de Pekes du moins, de transférer cette eau à Touba. Donc, ce qui était dans le schéma initial ne va plus arriver à Dakar. Ce qui était, et c'est de l'eau brute. Quand vous traitez de l'eau brute, si vous traitez, je ne sais pas quelles sont les normes techniques, mais ça m'étonne que si vous traitez 900 000 m3 d'eau brute, vous allez avoir 900 000 m3 d'eau traitée. Potable. Donc, mais ça sont des questions, je suis sûr qu'ils vont les prendre régler. Ça en compte. Mais il y a une cohérence à trouver entre les deux. Voilà. Et puis, au-delà de l'aspect relation d'affaires, l'usine de dessalement de la Grande Côte était un axe de coopération avec un pays ami. L'Arabie Saoudite. Aqua Power est une société détenue, je pense, à 40% par le gouvernement saoudien à travers le fonds souverain d'investissement de l'Arabie Saoudite, je crois. Pensez-vous que le gouvernement va peut-être apprendre de cette erreur concernant les autres contrats dit Léona et qu'il voudrait renégocier? En tout cas, ce qui est préférable dans la démarche, et moi j'ai été transparent quand je passais le service. J'ai expliqué à mon successeur qu'il y a l'aspect technique et il y a l'aspect coopération. Donc les deux aspects doivent être pris en charge. Et l'Arabie Saoudite est un pays qui veut investir dans nos pays. Aujourd'hui, nous voulons développer le secteur privé. C'est un moyen peut-être d'essayer de les intéresser. C'est comme ça qu'il faut regarder la question. Parce que la décision politique, elle n'est pas que technique. On peut accepter sur un contrat de perdre, pas de façon significative, de perdre marginalement, si au final, ce que vous allez obtenir avec ce partenaire-là est beaucoup plus important dans le long terme. Et la même prudence doit être de mise sur les contrats, pour les autres contrats relatifs au pétrole et au gaz. Pour les autres contrats, Parce que sinon, si vous êtes en situation d'insécurité juridique, les partenaires, même s'ils ne vous le disent pas, ce risque, ils le mettent dans leur coût. Vous risquez d'avoir des investissements plus chers. D'accord. Très bien. Pour l'avenir, si vous êtes en situation d'insécurité juridique, une entreprise qui va venir investir va dire ça doit me coûter 100, mais je vais mettre 110 parce que demain, un gouvernement peut venir me demander de renégocier. Voilà, vous ne travaillez pas en confiance avec les partenaires. Et ça peut être préjudiciable pour le Sénégal. Serigne Bethia, merci. Merci. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Et je pense que je n'ai offensé personne. Oui, j'espère aussi. J'ai voulu donner les informations et dire ce que je pensais d'un certain nombre de sujets. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.